Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de GR International à la campagne de socio-financement avec la ruche menée dans le but de mettre en place ce projet de podcast. Vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, dirigeant d'entreprise et vous cherchez à élargir votre réseau de façon stratégique. GR International vous propose des groupes de réseautage en présentiel ou en virtuel pour connecter avec des professionnels engagés à chaque semaine. Les membres bénéficient d'un réseau global en constante évolution et d'une multitude d'activités, le tout dans une ambiance bienveillante, structurée et orientée vers la croissance. Faire partie de GR, c'est intégrer une véritable famille d'affaires. Découvrez l'approche humaine et efficace de GR International sur grinternational.ca. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. On vit dans un monde qui valorise l'action, le rendement, la performance. On court, on enchaîne, on remplit nos agendas souvent jusqu'à la dernière minute. Et parfois, on s'épuise. Le repos, pourtant si essentiel, est encore souvent mal perçu. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Ève Saint-Germain, activiste du droit au repos et fondatrice d'Espace Mental. Avec sa douceur et sa conviction, elle nous parle de micro-siestes guidées, d'espace pour respirer, de temps pour se déposer, même en entreprise. Elle nous invite à repenser le travail non pas comme une course, mais comme une respiration, un rythme, un équilibre. Dans cet épisode, on explore comment le repos peut devenir un levier, un outil de mieux-être, un moteur de performance durable. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Marie-Ève Saint-Germain, activiste du droit au repos, fondatrice d'Espace Mental. Marie-Ève, bienvenue à L'écho du bien-être. Merci Alain, merci de l'invitation. Ben, ça me fait grandement plaisir. J'aime beaucoup ce que tu fais et je pense qu'on va avoir une belle conversation inspirante. Et d'ailleurs, j'ai envie de commencer en te posant une question. Tu sais, dans les gens que je rencontre, avec qui je discute, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui offrent des services, soit pour les individus, un service bien-être, ou encore pour les entreprises. Et souvent, ben, ça part de leur propre histoire. Ça fait d'un épisode qu'ils ont vécu dans leur propre vie, qui les a amenés donc à vouloir offrir des services qui étaient en cohérence avec ça. Est-ce qu'on peut dire que ça s'applique à toi aussi? Ben oui, mais je pense qu'on enseigne toute la médecine dont on a eu besoin à un certain moment, là, tout à fait. Si on peut mettre les gens en contexte, je me suis spécialisée en technique de relaxation profonde, puis j'ai fini par fonder une entreprise qui s'appelle Espace Mental, qui revendique le droit au repos et qui essaie de démocratiser la sieste de manière très ludique. Le but est vraiment d'aider les gens à... on en a tous de besoin, mais à prendre un peu plus soin de son sommeil, de peut-être vivre nos journées de manière un peu plus calme, un peu plus relaxante. Ça a toujours été le but principal, mais évidemment que ça vient de mon histoire personnelle. Je suis une personne qui a une personnalité relativement intense, qui a fait vraiment beaucoup de choses dans sa vie, qui s'est brûlée plus qu'une fois. Mais outre le fait de se brûler, ça a vraiment été à un certain moment là, de réaliser à quel point... J'étais dans un contexte extrêmement favorable pour dire que j'avais réussi, que j'étais une personne à succès, que j'avais l'environnement parfait, le travail que je voulais, etc. Et malgré tout, je réussissais pas à trouver le calme intérieur, si je peux dire. Ça fait un peu spirituel, mais c'est quand même vraiment ça, le bonheur au final, c'est ce qu'on cherche tous. Fait que j'ai réussi à faire une dépression malgré les emplois à succès que j'ai réussi à avoir dans ma vie. Et de là est venu mon désir d'apprendre à méditer. Je me suis certifiée en méditation. J'ai eu plusieurs certifications. Puis éventuellement, j'ai appris à connaître les techniques de relaxation profonde que j'ai moi-même pratiquées puis que j'ai commencé à enseigner. Puis je me demandais vraiment, je les enseignais principalement dans des studios, puis je me demandais vraiment comment sortir la pratique des studios pour la rendre un peu plus populaire, plus démocratique, pour que plus de gens y aient accès. Donc c'est un peu rapidement mon histoire. Ouais. Et aujourd'hui, Marie-Ève, dans le fond, tu sais que tu vas un petit peu sortir de tes studios, mais est-ce que maintenant tu te destines exclusivement vers les entreprises, les milieux de travail, ou si tu as encore un espace qui te permet d'accueillir aussi les gens?
J'ai pas d'espace qui permet d'accueillir les gens. Je travaille en effet là, dans les entreprises. J'offre par exemple, pour donner des exemples aux gens, là, parce que c'est un peu niché, là, j'offre des micro-siestes guidées le midi, comme on offrirait une méditation. Donc j'aide les gens à tomber dans un état de sommeil profond ou pas. Dans tous les cas, c'est quand même de la relaxation, tout comme on prendrait une méditation le midi. C'est juste que les gens sont couchés. C'est beaucoup plus passif, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une des choses que je fais en entreprise pour aider le service de bien-être, les ressources humaines là, dans les entreprises. Je donne des conférences aussi par rapport à l'importance de ralentir et dans les entreprises et ailleurs. Mais outre les entreprises, tu sais, c'est ça, c'est que j'aime aussi travailler à créer des événements. Fait que c'est pas nécessairement dans un studio fixe, mais je participe à des retraites que des personnes ont déjà organisées. J'en organise une moi-même qui va être en octobre cette année, une retraite de repos. Des lacs à l'épaule, des journées de mieux-être, de bien-être pour les employés. Donc, je m'intègre un peu dans tout ça. Là. Je suis pas juste en entreprise. Là. Ça serait me tirer une balle dans le pied là, de trop nicher. Ma niche est déjà trop niche de micro-siestes guidées. Donc, je reste ouverte à vraiment plein de possibilités. J'écris dans des journaux, j'écris des articles. J'essaie juste de conscientiser les gens, en fait. OK, donc on peut dire que tu es vraiment très, très polyvalente. Et Marie-Ève, j'aimerais beaucoup que tu me parles d'un terme que tu utilises que je trouve vraiment intéressant. Tu utilises le mot sieste-fluenceuse. Alors, d'où ça vient, ce mot-là? Écoute, c'était vraiment pour accrocher l'attention des gens, mais c'est parce que je le pense aussi. J'essaie d'influencer les gens à siester plus. C'était une manière ludique, en fait, d'accrocher l'attention des gens, de garder leur attention aussi là, dans un monde où on vit dans une économie de l'attention. Là, donc, tout ce qui est attentif, tout ce qui est réseaux sociaux, les gens ont très, très peu de temps pour rester accrochés. Fait qu'une des manières que je me suis dit que j'allais accrocher l'attention des gens, c'est en parlant de sieste, qui est principalement ce que je fais. C'est juste que techniquement, je l'appellerais toujours des relaxations profondes. Mais sieste influenceuse, c'est pour accrocher les gens, c'est pour les faire sourire, c'est pour les faire s'arrêter, puis garder peut-être un petit bout de leur attention pendant un petit peu plus que 3 secondes au final, pour qu'on réfléchisse ensemble à notre relation au repos, à notre relation à la fatigue, au système économique dans lequel on vit. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment du côté humoristique derrière ce thème-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure, donc, de la micro-sieste, par exemple, qu'on peut offrir en entreprise. Qu'est-ce qui fait la distinction entre une sieste guidée versus la sieste classique que les gens connaissent? Ah, c'est une bonne question. Tu vois, moi, je sais pas toi, dis-moi, est-ce que tu es capable de siester en t'assoyant simplement sur un divan ou dans ton lit? Es-tu capable de tomber endormi rapidement ou... Pas le jour, c'est très difficile, OK. honnêtement. OK. Ben, même chose, je suis pas capable. Mon cerveau tourne tout le temps. Puis les techniques de relaxation profonde ont été là, mon outil pour me permettre de m'arrêter en plein milieu de la journée. Parce que malgré le fait que je suis pas capable, par exemple, de m'endormir puis de juste siester, fermer les yeux, m'endormir 25 minutes, me réveiller par la suite, je sentais quand même le besoin d'avoir des siestes. Des fois, on est fatigué en plein milieu de l'après-midi ou même le matin ou le soir, peu importe c'est quand. Mais d'arrêter de vouloir pousser la machine, mon corps, mon cerveau, quand ça fonctionnait pas de toute façon, mais je suis pas capable de faire des siestes. Fait que les micro-siestes guidées, au final, c'est ça, c'est comme un 20-25 minutes où les gens sont pas seuls avec leur tête. Je suis là pour les guider, je suis là pour tranquillement les amener vers un état de sommeil profond, de relaxation profonde. Sans que ça leur prenne. J'entends souvent là, des témoignages de gens qui sont comme, c'est parce que moi, ça me prend 20 minutes de réussir à éteindre mon cerveau. Puis après 20 minutes, je suis supposée arrêter la sieste. Il faudrait que je retourne travailler. Puis c'est ça. Avec des techniques comme la micro-sieste guidée là, que je promouvois, le but, c'est d'aider les gens à tomber dans cet état-là rapidement, qui est pas à éteindre leur cerveau, ce qui est pratiquement impossible. Je suis là pour les guider à travers la relaxation. OK. Puis tu parles donc de 20 à 25 minutes. Ouais. Est-ce qu'on peut l'adapter en fonction des besoins de chaque milieu ou si ça, c'est vraiment un temps optimal qu'on doit respecter justement là, pour Ben, le temps optimal, techniquement, là, selon la science, ce serait en bas de 26 minutes. Si on veut pas tomber trop loin dans notre cycle de sommeil, nos cycles de sommeil sont en moyenne là, de 90 minutes. Puis en restant en bas de 26 minutes, ben on va pas complètement dans le cycle complet de sommeil. Puis c'est souvent quand on dépasse ce temps-là que là, par exemple, les gens vont me dire « Ah, ben j'étais plus capable de me réveiller. Finalement, ça m'a pris 45 minutes réussir à rembarquer sur mon travail. » C'est un peu normal, là. C'est juste d'essayer de pas tomber trop profond, trop loin dans notre cycle de sommeil. Sinon, c'est recommandé, en fait, au final, de faire le cycle au complet, là, le 90 minutes complet. Puis on va se réveiller beaucoup plus allumé, alerte, attentif, concentré.
que si on arrêtait peut-être après 45 minutes puis qu'on essayait de reprendre le travail. La même chose arrive d'être plus alerte, concentré, à l'affût si on reste en bas de 26 minutes. Après ça, je m'adapte, c'est-à-dire que, tu sais, cet hiver, par exemple, pour les saisons un peu plus froides, les saisons un peu plus dépressionnaires, qu'on appelle avec moins de lumière, j'offrais des 45 minutes totales là, dans certaines entreprises parce que juste le temps qu'on s'installe, qu'on prenne le temps de s'endormir comme il faut, puis que je laisse un plus long moment de silence au final à la fin, puis une bonne zone tampon aussi pour se réveiller puis se relever sans presse. Ça peut très facilement aller jusqu'à 45 minutes. Les gens ne dorment pas 45 minutes, ils vont dormir plus un 30 minutes. OK. Et puis tantôt, tu parlais donc de l'heure du dîner, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est exclusivement dans cette plage horaire-là que tu vas offrir donc ce type de service ou ça peut se faire à n'importe quel moment? Ça peut sincèrement se faire à n'importe quel moment. Après ça, je pense que dans un contexte d'entreprise, évidemment que ça fit beaucoup plus sur l'heure du dîner ou en après-midi. Mais autant que je donne des lunch and sieste où est-ce que je vais venir parler pendant que les gens mangent, puis après ça, on va venir faire une micro-sieste de 25 minutes, qu'autant que je peux faire des 5 à siestes un peu plus en fin de journée, que des fois, je viens me placer entre deux conférences aussi en plein milieu d'après-midi pendant une journée de mieux-être, d'apprentissage, d'éducation là, dans certaines entreprises. Fait que c'est pour donner un break aussi au cerveau entre, je sais pas, 2-3 heures ou 3-4 heures. Fait qu'il y a pas de mauvais moment pour faire la sieste. Moi, j'en fais même le matin des fois, juste pour voir qu'est-ce que ça l'affecte. Mais c'est plus une manière pour moi de tester là, ces techniques-là. Voilà. Après ça, c'est sûr qu'il y a des recommandations, il y a des choses à peut-être ne pas faire si on fait de l'insomnie, par exemple, ou des choses comme ça, mais ça, c'est très individuel. Moi, normalement, quand j'enseigne, c'est dans des settings de groupe, fait que on fait avec le groupe, puis 3, 4, 5, 6 heures, faire une sieste de 25 minutes, c'est pas du tout la fin du monde, là. Les gens vont s'endormir. S'ils ne font pas d'insomnie chronique, là, ils vont s'endormir à la fin de leur soirée. OK. Et puis, est-ce qu'il y a un nombre de personnes idéal, justement, lorsqu'on parle de faire ça en groupe, où tu peux vraiment t'adapter à tout type, justement, de besoins? Je m'adapte vraiment à tout type de besoins, là. J'ai autant fait des petits groupes de 4-5 personnes que j'en ai fait à 35 personnes. La technique reste la même au final. L'important, c'est que le son soit bon, que les gens m'entendent, puis ça se passe bien, là. Mais oui, je l'ai fait autant dans des très petits groupes privés que dans des plus grandes institutions comme dans des hôpitaux, là. OK. Donc, c'est Ouais. vraiment adaptable, là, vraiment, là, selon le type de milieu. On peut vraiment là, s'adapter. Ben, ce serait vraiment me tirer une balle dans le pied de ne pas vouloir m'adapter avec une niche, une niche comme la mienne. Mon but, c'est vraiment de la populariser, de la démocratiser. Fait que même si ça se ressemble pas entre un groupe de 5 personnes puis un groupe de 35 personnes, de toute façon, je suis certifiée, je connais mes techniques, ça me fait plaisir de les adapter pour que les gens puissent y goûter, y toucher à leur façon dans l'environnement qui leur est permis. Oui, absolument. Et Ouais. tantôt, dans ta présentation, tu as glissé le mot conférence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce volet-là aussi que tu offres? Ben oui, c'est vraiment. J'ai commencé à donner des conférences pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on allait vivre dans une micro-sieste guidée. Fait que c'était vraiment pour les conscientiser de pourquoi est-ce que moi aussi je m'étais rendue jusque-là, puis pourquoi est-ce que j'offre une chose aussi sortie des nues qu'une micro-sieste guidée en entreprise. Fait que normalement, les conférences, c'est vraiment pour aider les gens à réfléchir ou repenser en fait leur relation à la fatigue, au repos. Puis on vient regarder ensemble là, les performances cognitives à l'état de repos, qu'est-ce que ça peut apporter, comment est-ce que la sieste peut nous aider à au final, mieux travailler. J'aime pas vraiment utiliser le mot productivité, mais ça reste qu'on est quand même plus productif que si on essayait de juste pousser notre cerveau. Là, on l'a déjà tout vécu, là, de se sentir tellement fatigué, mais de vouloir absolument écrire un courriel ou un texte ou continuer notre travail, puis au final, ben, on perd notre temps, on prend 30-45 minutes à pas réussir vraiment à écrire ce qu'on voulait, puis faire un travail qui est probablement moins bon que si on avait juste pris un 15, 20, 25 minutes pour relaxer, prendre notre temps, puis se réveiller en ayant des idées un peu plus claires, puis une vision plus claire de qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut faire comme travail au final. Oui, absolument. Puis tantôt, Marie-Ève, il y a une question, justement, quelque chose qui me venait. En fait, lorsqu'on parle de sieste, pour moi, je pense systématiquement à créativité, l'énergie qui Ouais. vient après. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un petit peu, justement, des bienfaits, hein, lorsqu'on Ouais. parle à une entreprise, justement, d'implanter un service comme celui-là? Quels bienfaits est-ce que l'entreprise peut en retirer?
Ben c'est sûr que là, si on parle de créativité, évidemment que le sommeil, les rêves, tout ce qui touche à ça, ça peut apporter énormément de créativité. Il y a plein d'exemples ou des mythes, je dirais, dans l'histoire qui nous parlent justement de génie, de gens qui utilisaient la sieste pour être plus créatifs. Einstein, supposément. Dali aussi, s'assoyait sur une chaise avec une cuillère en métal, s'endormait. Puis quand, évidemment, il s'endormait, ben là, la cuillère de métal tombait. Ça les réveillait, puis ils venaient utiliser cette zone-là entre sommeil et éveil pour réfléchir mieux, penser mieux, être plus créatif, avoir des nouvelles idées qu'ils n'auraient peut-être pas eues si ça serait juste forcé à essayer d'avoir des idées. Il y a le mythe aussi de Newton, qui était assis sous un arbre quand la pomme lui est tombée sur la tête et que supposément il aurait pensé à la théorie de la loi de la gravité. Fait qu'on sait que le sommeil, ou l'état du moins entre sommeil et éveil, un état où est-ce que le cerveau est beaucoup plus lent, que les ondes cérébrales sont plus lentes, ça aide énormément à mettre en place les pensées puis à réfléchir plus clairement. Fait que ça, c'est pour la créativité, mais tu sais, sinon, évidemment, que d'être fatigué, ça peut causer des accidents, ça nous rend moins alerte, ça fait qu'on est moins patient aussi. Le sommeil, ça aide énormément à réguler les émotions. On va peut-être être plus agréable au travail, tout simplement avec nos collègues, si on n'est pas toujours en état de fatigue. Donc, plein de bénéfices à s'occuper de son sommeil, puis à peut-être même venir apprendre à siester en plein milieu d'après-midi. Et j'aime beaucoup une chose, Marie-Ève, que tu as soulignée, parce que dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que oui, on va toucher le bien-être individuel, mais on apporte aussi un bel impact au niveau collectif. Absolument, absolument. Absolument, puis un impact pour l'entreprise aussi. Je veux dire, un employé qui est bien reposé nécessairement pense mieux et va créer peut-être des choses qui sortent un peu de l'ordinaire que d'être tout le temps dans un état d'urgence ou pressé ou dans un état un peu de survie que si on n'a pas le temps de penser, en fait, c'est normal qu'on va juste faire les choses dans notre journée de travail ou dans notre journée en général. Là, ça n'a pas besoin d'être juste relié au travail, mais évidemment que si on est dans un mode pressé, en urgence constante, on peut pas prendre on n'a pas l'espace mental pour penser différemment. On fait juste faire les choses à la chaîne. Ce qui est très normal, là, c'est sans le juger que je le dis, mais de réussir des fois, c'est ça, ralentir les ondes cérébrales, peut-être faire une sieste, méditer, tous ces outils-là qu'on connaît déjà nous aident tout simplement à mieux relativiser ce qui se passe dans notre cerveau, puis au final, penser différemment que juste dans un état d'urgence constant. Oui, tout à fait. Et une chose aussi que je remarque souvent, c'est que lorsqu'on offre justement le bien-être aux gens, c'est sûr qu'on reçoit toujours des beaux témoignages par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que tu en aurais un à nous partager, un moment que tu as vécu où tu t'es dit, là, je comprends vraiment pourquoi je fais ça? Oh, c'est tellement une bonne question. Wow. Ben, j'en ai plein, mais laisse-moi 2 secondes pour y penser. Le premier qui me vient en tête en ce moment, c'est un hôpital à Ottawa. Que je sais que les infirmières puis le personnel de soins de santé ont énormément besoin de gérer leur sommeil, de gérer la fatigue et tout, parce qu'ils ont des horaires vraiment atypiques et très, très longs. Puis, je sais pas, c'est pas que je me sentais pas à ma place, mais tu sais, c'est quand même plus institutionnalisé qu'une entreprise très créative en tech, par exemple, qui évidemment veut essayer la micro-sieste guidée. Là, je rentrais dans un système, c'est ça, plus institutionnel, plus organisé, plus structuré. J'avais peur que les gens ne comprennent pas ou jugent la pratique ou ne se présentent tout simplement pas. Et ça a été tout le contraire. Ça a été l'endroit où j'ai eu le plus de gens, là, une trentaine de personnes qui se sont installées au sol et qui m'ont remercié maintes et maintes fois, qui ont compris. Puis je m'y attendais pas. C'était un jugement, mais je m'y attendais pas, mais j'étais prête et ouverte à ce qu'on essaye ensemble. Mais de voir que c'est ça, que des gens, tu sais, qui sont en sciences, qui sont structurés, qui sont organisés, veulent faire une pratique comme la micro-sieste guidée qui est un peu plus ludique, un peu à côté de la traque. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Puis je suis retournée par la suite, puis les gens en ont parlé, puis on a eu d'autres personnes qui sont venues, des gens qui sont revenus. J'avais fait une nouvelle pratique à ce moment-là, 2 pratiques, 3 pratiques différentes, puis les gens s'en rappelaient même après des mois, parce que je suis pas allée là à chaque semaine, là, c'était à Ottawa, là, fait que tu sais, j'y allais peut-être aux 6 mois, puis 6 mois plus tard, ben j'avais déjà réussi à créer de la récurrence chez certaines personnes qui se rappelaient de l'ancienne pratique, qui pouvaient la comparer à la nouvelle qu'on avait testée. C'était vraiment un beau moment, ouais.
Ouais. Ah, j'aime vraiment ce que j'entends, c'est beau. Puis tu sais, dans le fond, tantôt tu disais, j'avais peur que les gens viennent pas. Dans le fond, c'est que quand tu vas dans un milieu de travail, c'est sur une base volontaire. C'est ça, les gens y Oui. participent s'ils le veulent. Il n'y a pas Oui. d'obligation à ce que tout le monde puisse participer. Absolument pas. Non, non, c'est vraiment sur base volontaire, comme je voudrais jamais obliger quelqu'un à méditer ou à faire du yoga. À chacun sa médecine, à chacun sa volonté de vouloir venir. Mais c'est vrai que des fois, on a des inscriptions, puis au final, c'est pas toujours tout le monde qui se pointe. Mais dans le cas de l'hôpital d'Ottawa, à Montfort, pas mal tout le monde avait fait acte de présence. Puis je sais pas, ça avait nourri mon petit cœur de fille qui, il y a 3 ans, se disait que c'était un peu fou de partir une entreprise qui parlait juste de sieste puis qu'elle a pesé sur ce bouton-là. Fait que, ouais. Donc, je vois aussi que tes services, quand même, tu te déplaces. C'est pas juste Ouais. donc concentré, mettons, à Montréal ou autour. Donc, tu peux te déplacer quand même plus loin. Oui, 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 je me déplace où bon vent m'emmènera, là. Je sais pas. Tout est chargeable, là. On est dans une société capitaliste. Tout peut être chargé. Si vous voulez que je vienne, je vais venir. C'est juste que ça a un coût. Mais, ouais. Moi, oui, je me déplace avec grand plaisir. Grand plaisir. Parlant de coûts, justement, j'aimerais ça, Marie-Ève, que tu nous parles un petit peu des freins aussi qu'on rencontre. Parce que veut pas, hein, quand on propose des services, des fois, donc, on va faire face à des freins, que ce soit au niveau budgétaire ou Ouais. autre. Et même des mythes aussi, parfois, là, qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce que tu entends encore le plus souvent aujourd'hui en 2025? Euh... Ben, j'entends les mythes, non, j'entends les préjugés normaux. C'est juste que c'est pas des entreprises qui, au final, vont travailler avec moi, puis je le comprends vraiment. Je pense pas que je suis rendue à dire que faudrait que vraiment toutes les entreprises intègrent la micro-sieste guidée, ou que ce serait vraiment faux de le dire. Je vais là où les gens comprennent un peu la base de ce que je fais, puis que je peux au moins partir de ce point-là. Après ça, je les ai tous entendus comme je m'en attendais. Là. Je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui ont besoin de dormir. Parce que leur expérience personnelle, c'est que sincèrement, ils n'ont pas besoin de dormir. Ils ont peut-être besoin de plus de faire du sport, de sortir de l'énergie. On a toutes des personnalités différentes. Mais il y a sincèrement des gens qui, comme moi, ont besoin des fois d'une sieste en plein milieu de l'après-midi, puis que ça va vraiment faire toute la différence dans la journée de travail. Fait que je l'ai entendu, là, que le travail, ben, c'est pas fait pour dormir, qu'on peut dormir le soir ou qu'on dormira plus tard ou qu'il faut vraiment absolument travailler fort, 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 fort pendant les 20 prochaines années parce que c'est notre bon moment puis qu'on se reposera par la suite. Les gens se trouvent paresseux aussi de prendre une pause ou ont peur que leurs collègues les trouvent paresseux s'ils prennent une pause. Que ce soit avec moi ou que ce soit une pause café ou aller prendre une marche à l'extérieur ou une méditation, les gens ont tendance à se juger ou à penser que les autres jugent, ce qui est rarement le cas du côté des autres, mais je les ai tous entendus, mais j'ai pas envie de m'ostiner vraiment. Je veux dire, si la personne aux ressources humaines ou la personne à la tête de l'entreprise ne comprend pas ça, je comprends. On fait partie d'une société qui nous dit en effet que en fait, c'est que c'est moins valorisé de s'arrêter que ce l'est de continuer coûte que coûte. C'est valorisé de travailler fort. Fait que je comprends tout à fait la pensée derrière ou le biais cognitif qu'on a de vouloir tout le temps continuer puis de pas s'arrêter. Oui, je comprends tellement bien ce que tu apportes comme point. Puis est-ce que tu dirais que, parce que lorsqu'on parle justement des fois, mettons, de préjugés, de freins, est-ce que tu trouves que c'est facile de montrer justement à une entreprise l'impact, on en parlait tantôt de l'impact collectif, parce que souvent quand on parle de bien-être, ben souvent les gens vont dire, ben c'est plus une question individuelle. Hein. Je pense que chaque personne peut s'occuper individuellement justement de son bien-être. Des fois, on dirait que c'est moins facile de voir justement le côté collectif puis les bienfaits que ça peut apporter à ce niveau-là. Tout à fait. Mais j'ai rien à ajouter à ça. Tu l'as très bien nommé. Là, je pense qu'il y a en effet un effet collectif. Ça a toujours été mon but aussi. Tu sais, j'ai jamais pensé, par exemple, ça aurait été facile, tu sais, de me diriger vers, je sais pas, là, du coaching individuel, dire que je vais aider avec les problèmes de sommeil, ce qui est pas du tout mon cas. Là, je ne suis pas formée pour aider dans les problèmes de sommeil. Si vous faites de l'insomnie, allez voir une spécialiste du sommeil, ce qui est pas mon cas. Moi, j'ai une spécialité dans une technique très précise qui aide le corps et le cerveau à tomber dans un état de sommeil profond. Un peu comme l'hypnose pourrait le faire, c'est juste qu'on reste éveillé et conscient. Je viens pas essayer de changer quoi que ce soit dans votre vie ou dans votre cerveau ou d'implanter une idée. Le but, c'est de bâtir une relation avec la relaxation, le sommeil, le fait de se sentir en sécurité aussi, dans un certain calme, ce qui est étonnamment
pas, je sais pas comment dire, mais comme, c'est pas tous les gens qui se sentent en sécurité en étant relax ou en s'arrêtant. Fait que c'est de bâtir une relation avec ça. Puis c'est ça, je suis jamais allée en coaching privé ou en me disant je vais faire des séances privées où on va vraiment venir travailler quelque chose de très spécifique avec la personne parce que j'ai toujours voulu en jaser, en parler en groupe, en communauté, pour bâtir des communautés de gens reposés qui, même si je m'en vais par la suite, ben en groupe, on aura travaillé sur notre relation au repos, au calme, au ralentissement, à s'arrêter. Parce que j'ai la prétention de penser que je pourrais bâtir une petite communauté de gens reposés qui pensent mieux et qui prennent des décisions en étant reposés au lieu de presser. Absolument, absolument. Ouais. Et Marie-Ève, justement, on en a parlé justement un petit peu tantôt. On est encore, c'est sûr, souvent axé donc sur une culture justement qui va prôner la performance, travailler dur, travailler fort. Toi, tu apportes justement quelque chose qui a un tout autre courant justement de pensée qui est tellement intéressant. Mais comment est-ce qu'on peut justement en faire la promotion? Comment est-ce qu'on peut s'adresser à des gestionnaires, par exemple, des gens en ressources humaines, pour leur montrer justement à quel point on peut avoir une culture axée sur le bien-être et qu'on va en ressortir gagnant? Ben, il y a vraiment plein de recherches, puis tu sais, je veux pas en nommer, là, je veux dire, il y en a vraiment plein, là, je pourrais sortir plein de livres ou plein de recherches que j'ai déjà lues sur Internet, mais ça a été prouvé maintes et maintes fois, évidemment, là, qu'une culture du bien-être en entreprise va aider à la rétention des employés, va les aider à moins faire de dépression, de burn-out, va les aider à être plus productifs au final. Je pense qu'on a déjà toutes les statistiques là-dessus. Après ça, il reste vraiment juste à ce que la personne décisive dans l'entreprise veuille aller de l'avant avec ça. On le sait, par exemple, que, tu sais, je veux dire... c'est que ça va peut-être prendre un peu de temps encore, tu sais, changer cette culture-là, mais par exemple, je sais pas, il y a 30-40 ans, on n'avait pas 2, 3, 4 semaines de congé, 5 semaines de congé tout de suite en rentrant dans une entreprise, puis on a fini, malgré le fait que même à l'époque, il y avait des statistiques sur à quel point les gens devaient prendre des vacances pour juste se sentir mieux, puis travailler mieux, puis rester dans l'entreprise à long terme, ben c'était moins intégré. On a fini par l'intégrer. À cette heure, c'est comme un peu acquis qu'évidemment, on va avoir des vacances parce qu'on a besoin de faire autre chose que notre travail, puis que ces vacances-là sont payées la plupart du temps par l'entreprise, dépendamment pour qui on travaille. Fait que les vacances, tu sais, les semaines de vacances à Noël, les semaines de vacances l'été, les congés maladie, les congés parentaux, maintenant, on le sait à quel point c'est très utile pour garder tout simplement ses employés. Fait qu'on commence. C'est déjà bien intégré dans plusieurs entreprises, la culture du bien-être, du mieux-être aide énormément à la rétention du personnel, mais il y a vraiment plein de façons. Fait que je pense qu'une entreprise à la fois, là, de trouver qu'est-ce que nos employés à nous ont besoin, ça peut aider justement à la rétention de personnel, là. C'est juste que c'est ça. On est dans les débuts de tester tout ça et de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Tout comme on est dans les débuts de tester le travail hybride. Oui, absolument. Ouais. J'aime beaucoup quand même la note vraiment positive avec laquelle tu abordes les choses. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder et à dire « Ah, il me semble qu'il manque telle chose, on devrait améliorer telle chose », mais on oublie parfois tout le chemin qui a été fait. Parce que si on retourne pas si loin en arrière, on voit que ça a quand même énormément évolué. Absolument. Donc, on peut avoir un bel espoir pour l'avenir. Oui, puis tu sais, on a passé tu sais, je veux dire, en moins d'un siècle, on a passé là, d'heures de travail d'autour de 70 heures semaine, quand on était en pleine période d'industrialisation, à 40 heures. Là, on est rendu plus avec des 35. Je connais plein d'entreprises à Montréal qui offrent les vendredis après-midi de congé maintenant. Tu sais, je veux dire, évidemment là, que je peux pousser là, le service de micro-sieste guidée que je parle parce que j'y crois. J'y crois beaucoup aussi en hiver pour aider justement à pallier là, le manque de sommeil qu'on peut avoir en hiver, ou en tout cas le débalancement qu'on a avec le manque de lumière. Mais pour vrai, un vendredi de congé pendant les 10 semaines d'été, je suis sûre que ça fonctionne pour garder des employés. En tout cas, moi, ça m'attrait. Je trouve ça attirant de voir qu'il y a des entreprises qui font ça. Je connais d'autres entreprises que j'ai des amis qui travaillent, qu'ils sont payés 35 heures semaine, mais tous les vendredis à longueur d'année sont donnés. Vraiment, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez venir instaurer, mais du temps blanc, du temps relax, du temps off, je pense que ça l'aide énormément à créer un environnement de travail plus sain dans lequel les gens ont envie de rester à long terme.
Oui, tout à fait, Marie-Ève. Je suis vraiment bien d'accord Yeah. avec tes propos. Et là, je vois que, donc, tu fais plein de choses. On en a parlé un petit peu plus tôt, donc les ateliers, les conférences. Qu'est-ce qui s'en vient pour Marie-Ève? Est-ce qu'il y a Wow. d'autres projets qui sont déjà en place, qui se mettent en place pour le futur? Ben, ça fait déjà 1 an, par exemple, que je travaille avec une plateforme de méditation qui s'appelle Bloom, qui, eux, ont leur propre clientèle. Moi, ça me remplit de bonheur de donner 3 séances par semaine en visuel. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux garder. Ce qui s'en vient pour moi, là, en ce moment, qui est vraiment gros, qui est avec mon entreprise, puis une autre entreprise qui s'appelle Clinique Inflorescence. C'est une retraite de repos le 17, 18, 19 octobre 2025 dans un domaine privé dans les cantons, justement, dans les cantons de l'Est, dans ce coin-là, proche de Cowansville, à Fredericksburg. Puis ça me remplit de bonheur. Ça faisait des années que je l'avais en tête, puis que j'attendais de trouver la bonne opportunité et aussi la bonne partenaire pour le faire. Fait qu'on parle, je sais pas, ça m'excite de pas avoir de programme de yoga, de jus vert. Il y a pas de performance, là. On va manger ce qu'on a envie de manger. Le programme est basé sur des ateliers sur le silence, sur le rêve, sur la relaxation, sur l'écothérapie, des moments libres aussi. C'était vraiment important pour nous deux que le programme soit pas juste rempli puis performant puis qu'on pense qu'on va aller chercher quelque chose absolument. Le but, c'est que les gens puissent se déposer, puis nous, on a installé une structure pour que les gens aient pas beaucoup à penser, en fait, puis qu'ils puissent relaxer pour vrai. Fait que non, ça m'excite beaucoup, 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 ce projet-là. Ça faisait des années que je l'avais en tête, puis là, c'était enfin le bon moment pour le sortir. Oui, on sent toute ta motivation d'ailleurs lorsque tu m'en parles. Alors, je te félicite, Marie-Ève. Donc, c'est Merci. tellement beau de voir justement tous ces beaux projets qui se mettent en place. C'est toujours avec vraiment des belles missions. Alors, Marie-Ève, pour le mot de la fin, j'ai envie de te laisser. Si tu pouvais adresser un mot inspirant aux entreprises en matière de bien-être, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aujourd'hui? Je sais pas, je pense qu'on est rendu à un moment où pousser toujours la machine ou essayer de travailler vite ou d'être plus productif. Je le dis à cause de l'IA dernièrement, là, je réfléchis beaucoup à l'intelligence artificielle qui est pas du tout un frein là, à la productivité. Là, je le vois pas comme le mal incarné là, du 21e siècle. Là. Mais je vois et j'entends et j'ai vécu qu'à cause de l'intelligence artificielle, ben c'est pas ouais. On essaie de travailler plus vite. C'est pas vrai que ça vient juste remplacer le travail des gens. Ça nous pousse à travailler encore plus vite puis croître plus vite, ou en tout cas avoir la prétention de vouloir croître plus vite. Essayez peut-être de, tu sais, je sais pas ralentir, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller tout le temps plus vite, tu sais. C'est à quel dépend d'aller toujours plus vite. Je pense que c'est important d'y réfléchir. Rien, encore une fois, contre l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient, puis que c'est peut-être pas l'outil pour juste aller plus vite, c'est peut-être juste pour travailler mieux. Ouais. Fait que, pas juste ralentir, mais travailler peut-être à un rythme plus humain. Ouais. Ah ben, quelle belle réflexion, Marie-Ève, pour terminer. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir partagé vraiment ce beau moment aujourd'hui. Ça a été vraiment une conversation inspirante et un grand plaisir de te découvrir. Alors, pour tous les gens donc, qui ont écouté cet épisode, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode les coordonnées de Marie-Ève pour pouvoir donc en savoir plus sur elle et sur ce qu'elle fait. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Alain. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'Écho du bien-être.